Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'éco crypto. Nous sommes le 3 décembre 2022 et on va essayer de retracer tout ce qui s'est passé sur la semaine pour les marchés financiers et les marchés crypto. Alors on commencera bien entendu par une partie macroéconomique et puis après on ira faire de l'analyse financière. Si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ici, on propose principalement du contenu autour des crypto-monnaies avec de l'analyse de projets, des news, de l'analyse financière tous les jours par le biais de shorts YouTube ou de TikTok. Donc n'hésite pas à nous suivre. Et le samedi, on te propose une vidéo qui retrace tout ce qui s'est passé sur les marchés, les dates importantes clés à venir avec une situation complète de tous les marchés. Le mercredi, tu peux retrouver également un live de l'atelier crypto où on débat des nouveaux projets crypto, on répond à vos questions et on fait également une petite analyse financière. En fin d'émission, c'est le mercredi à partir de 20h. Alors on commence tout de suite avec le volet macroéconomique qui a été vaste cette semaine puisqu'on avait plusieurs indices macroéconomiques qui devaient tomber, à la fois le prix PCE, l'inflation en Europe, l'inflation en France et les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors en début de semaine, mercredi, on a eu les chiffres de l'inflation en Europe et ils ont été meilleurs que prévu puisque l'inflation en Europe atteint 10% alors qu'on était aux alentours des 10,6%. Le consensus partait plutôt sur une inflation à 10,4%. Vous voyez qu'on a diminué de 0,6%. Donc c'était plutôt important en Europe de retrouver ces 10%. Après, c'est toujours impressionnant. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'on est sorti de notre récession en Europe. On y est toujours bien dedans. En France, les chiffres de l'inflation sont sortis et on conserve 6,2 d'inflation comme le mois précédent. Ensuite, on a eu les prix PCE qui sont sortis jeudi et on avait un consensus autour d'une hausse de 0,3%. Donc les prix PCE, c'est l'inflation calculée sur le prix du consommateur aux États-Unis. C'est un des indices préférés de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine. Et là, du coup, les prix PCE ont augmenté de 0,2%. Donc c'était moins important que le mois dernier où c'était 0,5 et moins important que le consensus. Donc c'était plutôt un chiffre positif. Et vendredi, hier, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis. C'est ce qui a été le plus contrasté parce que toute la semaine, avec les bons chiffres, on est venu chercher des niveaux importants sur le S&P 500, les marchés américains, notamment notre fameuse moyenne mobile 200 dont je vous parle régulièrement. Et là, du coup, vendredi, séance mitigée puisqu'on a eu les chiffres de l'emploi qui sont sortis et l'économie américaine a créé 263 000 emplois alors que le consensus était autour de 200 000. Vous voyez l'écart important qu'il y avait. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi c'était une mauvaise news? Parce que plus de création d'emplois et un salaire moyen également qui augmente. On était à plus 0,6% alors que le mois précédent on était à plus 0,5% et que le consensus pariait sur un plus 0,3%. Ça veut dire que l'inflation peut continuer étant donné que les salaires moyens augmentent et également que la création d'emplois devient tendue. Si les entreprises commencent à avoir une tension au niveau de la création d'emplois, que le chômage ne bouge pas et que le prix moyen des salaires augmente, ça veut dire que l'inflation va augmenter, ça veut dire que le marché du travail est tendu et qu'il n'y a pas de perte d'emploi et il n'y a pas un chômage supplémentaire. Ça conforte dans l'idée du coup de la Fed d'être assez dur sur sa politique de resserrement monétaire et donc du coup venir encore augmenter les taux directeurs puisqu'ils vont vouloir essayer de contrer l'inflation qu'il y a par exemple au niveau des salaires avec une hausse de taux directeurs. Étant donné que pour l'instant l'économie ne se contracte pas au niveau de l'emploi, la Fed a une plus grosse marge de manœuvre pour augmenter ses taux. Alors que mercredi, justement, c'était le dernier indice macroéconomique, on avait eu un discours de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui venait nous expliquer que la hausse des taux directeurs pourrait déjà ralentir en décembre, le 14 décembre, lors de leur prochaine réunion, et non plus être de 0,75 points, mais être potentiellement de 0,5 points. Donc du coup, vendredi, ça a remis en question ça, puisqu'on a vu que la Fed pouvait avoir un pouvoir de resserrement politique monétaire plus important, étant donné qu'ils ne sont pas en train de pénaliser le marché de l'emploi avec leur hausse massive de taux directeurs à 0,75 points. Ça n'a pas été très bien apprécié par les marchés financiers qui se sont dit du coup on va aller sur des obligations, c'est plus safe en ce moment. Et du coup, les rendements et les bons du trésor américain ont pris pas mal de pourcents sur la séance, mais ça a été très volatile. Ils sont redescendus fortement sur la séance, puis après ils sont remontés, on va aller le voir, et là ils sont à des niveaux vraiment très importants, notamment des niveaux de moyenne mobile. Toujours pareil, une tension sur le marché européen au niveau de la Chine, et pareil au niveau du marché américain, il y a un problème avec les manifestations sociales en Chine, puisque à la fois on s'attendait à une répression du gouvernement, à la fois on s'attendait à un problème de production
en Chine, puisque par exemple l'usine d'Apple était totalement fermée avec la politique zéro Covid, les mouvements sociaux. Donc du coup, il y avait un petit peu cette pression qui est en train de se dissiper parce qu'on voit que la répression a l'air d'avoir joué son rôle en Chine. Donc du coup, ce qui n'est pas forcément positif, bien entendu, pour les droits sociaux en Chine. Mais par contre, du coup, les marchés n'ont pas l'air d'avoir pricé ça. Et donc du coup, on a l'impression que cette news est passée un petit peu de côté. Donc on verra la semaine prochaine comment ça se goupille tout ça. Et là maintenant, on va aller voir les prix, l'analyse financière sur le S&P 500. On ira checker le CAC 40, les bons du Trésor, et puis après on ira voir BTC, ETH, et en altcoin du jour, cette semaine, on ira voir Link qui est assez intéressant. Alors sur le S&P 500, vous voyez que cette semaine, on a bien monté, on a continué notre mouvement de tendance haussière. C'était un peu chaud parce qu'on était venu deux fois au contact de notre moyenne mobile 200, quasiment ici et ici, et on savait pas trop si on n'était pas en train de nous faire une sorte de M-top qui allait nous faire redescendre beaucoup plus bas. On avait fait des mèches un chouïa au-dessus, donc on se disait potentiellement c'était pas un M-top, mais on n'était pas forcément serein sur cette baisse étant donné qu'on n'avait pas nos news macro. Le discours de Jérôme Powell mercredi, vous voyez, nous a créé cette bougie qui est venue traverser la moyenne mobile 200. Donc vraiment, ça a été le discours libérateur sur les marchés financiers, étant donné qu'il nous annonçait un ralentissement des taux directeurs. Directement, le jeudi, on a eu cette trendline qui est venue bloquer, on en a beaucoup parlé ensemble. Je vous avais dit qu'il y avait deux choses à traverser sur le S&P 500 pour sortir de son bear market. C'était la moyenne mobile 200, qui nous avait vraiment fait défaut, par exemple, en août, et qui nous avait fait défaut encore ici en avril 2022. Et il y avait cette fameuse trendline qui date depuis janvier. Donc je vous en ai encore parlé dans le short YouTube hier. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si vous voulez avoir une analyse en 1 minute tous les jours des marchés financiers. C'est bien en fait pour avoir un contexte global et suivre tous les jours l'actualité et vraiment avoir juste l'essentiel en 1 minute et avoir l'historique. C'est important. Vous voyez qu'en janvier, on avait commencé cette trendline baissière. On est venu toucher le 30 mars 2022. Ça nous a créé cette tendance. On est venu le 16 août retoucher. Et là, vous voyez que cette semaine, le 2 décembre, on est venu retoucher. Toute la question est de savoir si notre mouvement de continuation baissière est en train de se finir ici et qu'on va venir traverser cette trendline. Donc ça, c'est tout ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers. On va voir vraiment si le marché a envie la semaine prochaine ou si en fait on n'arrive pas à se stabiliser et on arrive à descendre. Donc ça va vraiment être l'enjeu du moment, c'est est-ce que cette trendline va être traversée. Si vous voyez que sur la semaine prochaine, on verra ensemble bien entendu, on commence de nouveau à buter sur cette trendline et qu'on n'arrive pas à la prendre tout de suite, la semaine prochaine, ça va être compliqué de venir chercher des plus hauts sur le S&P 500 et sur le Bitcoin qui sera corrélé bien entendu au marché financier et on ira sûrement revenir chercher un nouveau plus bas ou en tout cas revenir chercher des niveaux de liquidité plus bas, alors potentiellement sur la moyenne mobile 50 qu'on est venu traverser qui était importante, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on a buté sur cette trendline, on a souvent perdu moyenne mobile 50, après on a essayé de se chercher une stabilisation, on a trouvé un bottom, ensuite on est revenu chercher la moyenne mobile 50 et ainsi de suite. Donc ça pourrait être vraiment pas positif du tout si on n'arrive pas à traverser cette trendline parce que c'est vraiment la problématique du moment sur les marchés. On est dans une tendance baissière globale depuis 1 an et il faudrait qu'on en sorte pour pouvoir se sentir libéré de tout ça. Sur le CAC 40, vous voyez que c'est un peu différent. Sur le CAC 40, je vous en ai quand même parlé beaucoup. Vous voyez que là, j'ai encore fait ma petite histoire mercredi, je vous l'ai expliqué. Ici, on est dans une sorte de range sur le CAC 40. Donc, on a acheté le bas du range, on a vendu le haut. On a acheté le bas du range, on a vendu le haut. On a acheté le bas du range, on a vendu le haut. Je vous en parle quand même depuis un petit moment. Ici, la différence par rapport à tous les tops qu'on avait eu précédemment dans le range, c'est qu'on a traversé nos moyennes mobiles très importantes, à savoir surtout la moyenne mobile 200, puisque même si on avait traversé la 50, qui est vraiment l'indicateur court-moyen terme, on avait buté sur la moyenne mobile 200 ici et ici. Vous voyez, sur nos deux tops précédents. Donc là, on n'a pas buté sur la moyenne mobile 200. Par contre, vous voyez qu'on est en train de ralentir sur le haut du range, ici au 6829 points. Il va falloir voir, il y a deux possibilités, soit on est bull, et du coup, traverser la moyenne mobile 200, pour nous, c'est vraiment le fait de sortir du bear market, ce qui est vraiment normalement une grande possibilité. Soit on est bear et on vient shorter le marché ici en haut du range pour aller chercher par exemple un niveau de liquidité, peut-être pas le bas du range totalement, mais peut-être un niveau de liquidité au niveau de la moyenne mobile 200. C'est largement possible. Vous voyez que ce qui est intéressant aussi sur le CAC 40, c'est qu'il est bientôt sur une golden cross, c'est-à-dire que sa moyenne mobile 50 est en train de rejoindre et de croiser sa moyenne mobile 200 ici. Moyenne mobile 50 en orange, moyenne mobile 200 en rouge. Lorsqu'on a une golden cross, généralement c'est assez positif sur les marchés.
c'est un moment où on est en train de sortir du bear market. Donc on a quand même pas mal d'indicateurs qui nous disent qu'on est en train de sortir du bear market sur le CAC 40. Attention, parce qu'on a des news macroéconomiques qui sont pas forcément des plus bonnes, avec le Covid en Chine, avec la guerre en Ukraine et en ce moment en Amérique où les taux directeurs pourraient potentiellement continuer leur hausse. Ça peut quand même pouvoir être positif sur le CAC 40 qui pourrait nous faire son bout de chemin tout seul. À voir comment ça se passe, mais soyez très vigilants sur ces indicateurs. Je pense que c'est les plus pertinents à l'heure actuelle. Ichimoku n'a pas trop d'intérêt ici et a un petit peu moins d'intérêt sur le S&P 500 qui a traversé quasiment tous ses niveaux et qui s'est juste reposé sur la Tenkan hier. Voilà, donc c'est pour ça que je vous montre pas forcément Ichimoku. Sur les bons du trésor, très rapidement, vous voyez que le bon du trésor à 10 ans aux US est en train de travailler son niveau de moyenne mobile 100 ici, donc vraiment on est sur un support technique important. Voilà, on va voir s'il y a un rebond la semaine prochaine dessus, étant donné que les news sont plutôt en faveur des bons du trésor américain. Vraiment, je pense que la semaine prochaine, ça sera crucial, étant donné que le 14 décembre intervient dans 2 semaines. Je pense qu'on va avoir 2 semaines très compliquées sur les marchés avec beaucoup d'incertitudes. Déjà, la semaine prochaine, il faut qu'on arrive à se stabiliser, on va voir comment ça va se passer. Les bons du trésor à 30 ans, eux, ont traversé leur moyenne mobile 50 après avoir buté jeudi dessus. Est-ce qu'on va aller chercher les moyennes mobiles 200 ? Je ne pense pas pour l'instant, je pense qu'il va y avoir un rebond qui sera vraiment dû à la macro sur les chiffres de l'emploi. On va voir lundi comment ça va se construire tout ça. On va voir aussi si le week-end va permettre aux investisseurs de se reposer la tête et de se dire est-ce que vraiment c'est une si mauvaise news que le marché américain ne soit pas en contraction et donc du coup ne propose pas moins d'emplois et qu'on soit pas dans une contraction économique. Est-ce que c'est pas mieux finalement qu'il y a un marché de l'emploi un peu sous tension et qu'il y a un chômage à 3,7%, ce qui est un très bas historique aux États-Unis? Ça peut être aussi positif de se dire que l'économie va bien et que la Fed est en train de faire atterrir doucement l'économie américaine. Donc à voir comment ça va se passer. Maintenant, on va passer au marché des cryptos. Assez parlé des marchés financiers. Sur Bitcoin, vous voyez que on en a parlé lors du live de mercredi. Donc du coup, la séance du mercredi, on avait déjà commencé à pricer avant même le discours de Jérôme Powell. Et c'est ça qui est assez marrant. J'ai l'impression que Bitcoin est dans l'anticipation des mouvements en ce moment des marchés financiers. C'est assez marrant. J'ai l'impression que les investisseurs sont en train de pricer leurs rumeurs avant l'ouverture des marchés sur le S&P 500, en train de les pricer sur le Bitcoin qui, lui, n'est jamais fermé. Vu que ce n'est pas un marché réglementé à part sur, bien entendu, le CME du Chicago Mercantile Exchange de Bitcoin, le contrat futur. Par contre, vous voyez que sur Bitcoin, on avait 3 niveaux importants. Je vous avais dit, voilà, il faut qu'on dépasse ces 3 mèches ici, celle du 13 novembre, celle du 14 novembre, celle du 15 novembre. Ça serait potentiellement ici qu'on ferait une sorte de stop sur notre bougie. Vous voyez qu'on a fait un très beau stop sur la bougie du 13 novembre de 2022 au 17 237. Donc maintenant, l'objectif, c'est de la traverser. C'est le dernier support avant de sortir de notre 17 500, puisqu'on irait chercher ensuite directement les 17 539. Donc ça serait vraiment là qu'on irait chercher un petit peu des zones où on a un plus de confort. De toute façon, sur Bitcoin, je vous ai beaucoup indiqué et je vous invite à aller voir les semaines précédentes quels étaient mes indicateurs du bottom et je vous l'ai encore expliqué mercredi, donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, je vous l'explique régulièrement aussi sur YouTube. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Vous voyez que déjà à court terme, si on atteint les 18 305, on reprendra seulement la moyenne mobile 50, ce qui est un minimum pour reprendre une tendance court terme. Donc pour l'instant, Bitcoin est en latéralisation. Ce qu'il faut, c'est des bonnes news macro sur les marchés américains. Bitcoin n'est pas forcément dépendant de son propre sort actuellement, étant donné qu'en plus, il se fait martyriser en ce moment par la BCE. Donc vraiment, sur Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à attendre. On est très loin de la fin du bear market avec les supports que je vous indiquais, notamment Kijun en monthly. Donc ça ne sert pas à grand-chose de s'emballer sur Bitcoin à l'heure actuelle. Vous voyez qu'en monthly, si je prends les indicateurs de bottom, certains indicateurs de bottom que je vous donne et de reprise de bull run. Une reprise de bull run à l'heure actuelle sur le Bitcoin, ça serait 40 000 $. Si on voulait être sûr, si on voulait être safe, ça serait une clôture au-dessus de 40 000 $. Ça a toujours été ça. Clôture en dessous de la Kijun en monthly, c'était retour en bear market. Au-dessus de la Kijun en monthly, c'était la clôture, c'était retour du bull run. Après, on n'a pas toute l'amplitude du mouvement si on suit que cet indicateur, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc il y a d'autres indicateurs, notamment la TH Drawdown, notamment pour savoir vraiment si on est dans un bear market. Donc vraiment, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Ici, je vais pas tout retracer toutes les semaines. Sur BTC, il faut qu'on tienne ces niveaux. Il faut surtout pas qu'on descende en dessous des 16
6625 actuellement, c'est le niveau Tenkan, et qu'on perde vraiment les 6525, ça serait vraiment pas bon sur BTC. Il faut absolument qu'on garde des niveaux comme ça aussi basiques que Tenkan et moyenne mobile 7. En ce moment, c'est important. C'est les seuls niveaux qu'on a sur BTC puisque les autres niveaux n'ont pas encore reset. La Kijun est en train de plonger pour arriver sur nous. Moyenne mobile 50 aussi. Tant que ces indicateurs ne sont pas proches du cours, il va pas se passer grand chose sur Bitcoin parce que les news sont pas assez bonnes. ETH, vous allez voir, il est dans un range comme d'habitude. ETH, il a sa moyenne mobile 200 weekly à reprendre. Il est sur sa trendline ici en blanc qu'on avait tracé le 18 juin 2022 avec une touchette le 12 octobre 2022. Vous voyez qu'on est en train de venir la retest. On avait déjà parlé de ça. On est venu la casser, alors même 2 fois ici. Celle-là, est-ce qu'on la compte vraiment puisque c'est une bougie de ravalement? Pas forcément. On est venu la casser. On remonte petit à petit. On vient toucher ici. Alors normalement, le mouvement qu'il y a derrière, c'est généralement un retest qui n'est pas forcément positif dans cette configuration où normalement on a une baisse. Là, si on vient baisser, je pense qu'on ira récupérer les 1179 ici qui était un aplatissement Ishimoku. Je pense que venir au contact de la Kijun et la moyenne mobile 50 avec ETH en ce moment sur les marchés qui sont un petit peu tendus sur l'incertitude, je suis pas sûr que ETH arrive à le traverser tout de suite. Après, potentiellement, je me trompe, hein, bien entendu. On sait pas ce qui va se passer. Si les news sont bonnes, ETH pourra venir traverser ces supports. Mais là, vous voyez qu'on est vraiment sur des niveaux importants puisque c'est retour sur la trendline, arrivée de la moyenne mobile 50 et de la Kijun dans Ishimoku. Donc ça fait beaucoup de choses à traverser. Il faudrait vraiment de l'envie sur ce marché et pour l'instant, l'envie n'y est pas encore. Sur ETH en weekly, tant qu'on n'a pas repris notre moyenne mobile 200 qui se situe, je vais vous le montrer un peu mieux, qui se situe ici en ce moment aux alentours des 1344. Tant qu'on n'a pas repris cette moyenne mobile 200 en weekly, on est plutôt baissier sur ETH et on n'est pas forcément haussier dessus. Si on reprend, bien entendu, on pourra se poser la question de est-ce que ETH est en train de repartir? Tant que ETH ne reprend pas non plus sa moyenne mobile 200 en journalier, qu'il n'a pas reprise, qu'il a perdu depuis janvier 2022 et n'a jamais repris cette moyenne mobile 200, vous voyez à quel point c'est précis. Ici, on l'a jamais reprise, ici, on l'a jamais reprise, on est resté tout le temps en dessous. Ici, on l'a pas reprise. Et vous voyez que là, on a buté. Pareil, le 5 novembre 2022, je vous avais fait une émission, l'éco-crypto, ici, cette semaine, enfin la semaine du 5 novembre, où j'avais dit, attention, ne contacte la moyenne mobile 200, il faut de l'envie sur ETH. On n'a pas eu cette envie, on est venu se cracher. Passer à Link maintenant, les amis. Link, en fait, c'est tout simplement dans un range. Pourquoi je vous le montre? Parce que c'est assez propre comme range. Vous voyez qu'on a acheté le bas ici, on a vendu le haut, on a acheté le bas ici, vendu le haut, ainsi de suite, quasiment le bas, on a vendu le haut, et là, on a racheté le bas. C'est assez propre sur Link. On fait des clôtures toujours au-dessus. Donc, j'ai tracé une droite où les clôtures étaient à chaque fois au-dessus de ce niveau, hein, au-dessus des 5,9 $. Alors là, on n'a pas clôture au-dessus. C'est dommage. On a fait une sorte de clôture plus basse que les anciennes. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur Link? Eh bien, Link, pour l'instant, en fait, il est en train de traverser sa moyenne mobile 50, sa moyenne mobile 200 et sa moyenne mobile 100 qui sont très resserrées. Donc, du coup, on va voir un petit peu si on a une Golden Cross qui est en train de se dessiner et si Link pourrait pas reprendre un peu de support sur ces moyennes mobiles là qui sont en train de se resserrer pour essayer de repartir à la hausse. Si vous le voyez commencer à traverser ces moyennes mobiles parce qu'il y a des mauvaises news, il ne faudra pas être haussier sur Link, il faudra le vendre à minima jusqu'au bas du range. Bien entendu, n'oubliez pas ce que je vais raconter mercredi, hein, si vous tradez, prenez des take profits réguliers à des niveaux importants de clôture. Je vous ai fait un exemple par exemple sur le gold mercredi, donc n'hésitez pas à voir l'émission en replay. On peut se dire qu'on peut rebondir sur cette moyenne mobile, sur ces moyennes mobiles pour aller chercher le haut du range. Est-ce qu'on traversera ce haut du range? On peut être dans une configuration différente des autres tops, puisque là, ce top, on était au-dessus de la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50, mais on n'avait pas fait notre Golden Cross. Ici, potentiellement, on peut faire notre Golden Cross, ce qui pourrait largement changer les choses sur Link, même s'il est bien entendu corrélé aux autres marchés financiers. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'éco-crypto. D'ici là, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos short YouTube qu'on fait tous les jours. J'en posterai également une aujourd'hui. Et je vous encourage, bien entendu, à venir le mercredi soir pour l'émission de l'atelier crypto. Passez un excellent week-end, la FOMO Team. Salut, salut.